Marseille champion de Ligue 1, Paris relégué. On en parle tout de suite. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, je vais pas vous demander si ça va bien, parce que c'est pas le sujet, on s'en fout. Non, je rigole. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Statut européen. On va parler de City Liverpool, Bayern Dortmund et ce PSG Lyon. Donc bon, Malik qui commence déjà à fanfaronner sur Marseille, potentiel champion. Alors on va d'abord commencer par de parler de City Liverpool. On vous rappelle avant ça, n'hésitez pas à liker. Vous êtes de plus en plus à le faire, de plus en plus à vous abonner, c'est important. Activez la cloche pour ne rien rater, nos réseaux sociaux. Il y a du contenu très différent de ce qu'on propose sur YouTube qui arrive. Il y a également tous les épisodes qui sont disponibles en podcast. Et également, le commentaire le plus pertinent sera repris à chaque fois dans le prochain épisode du Statut européen. Donc bon, je pense qu'on a tout dit. On va commencer sur ce City Liverpool. Je me permets de commencer, Mali, comme toi, comme t'aimes si bien le dire. Je vais parler de mon père spirituel, Pep Guardiola. Après, ça ne reste que tes mots, hein. Je ne le pense pas. Donc garde ça pour toi, s'il te plaît, ou partage-le avec les auditeurs. Donc bon, oui, une victoire 4-1 sur la pelouse de Manchester City. Une victoire qui permet à City, malgré une distance qui reste de 8 points face à Arsenal, puisqu'ils ont également gagné. Une victoire qui permet de les garder en vie dans cette course au titre, même si ça paraît compliqué pour eux, puisqu'on a un Arsenal incroyable. Mais bon, une belle victoire 4-1, même si tout n'avait pas bien commencé. Parce que, certes, City dominait, avait le ballon, savait contrôler cette équipe, essayer de chercher 2-3 brèches dans cette défense de Liverpool. Toi, je sais que t'aimes bien les attaquer, là. Tous ces mecs là-bas, ces beaux gosses qui s'habillent bien, qui viennent jouer un match de foot, tu vois. Toi, t'aimes bien. Donc ça, je vais te laisser le faire. Mais c'était un City qui était plutôt très entreprenant à son habitude et qui... moi, un truc qui m'a choqué, tu sais, quand je voyais les City Liverpool, ça a toujours été l'équipe qui savait le mieux le déranger City, même par rapport à Arsenal cette saison. Après voilà, mais parce que dans l'intensité, ils proposaient quelque chose que personne ne savait faire. Dans les deuxièmes ballons, ils proposaient quelque chose qu'aucune autre équipe arrivait à bousculer City comme ça. Aucune, même quand, à part peut-être le Chelsea de Thomas Tuchel, et c'est un Chelsea qui va être champion d'Europe, c'est un Chelsea que sur l'année d'après où ils vont être sérieux en première ligue, c'est autre chose. Et ça arrivait par moments. Mais l'équipe qui incarnait ça, c'était Liverpool. Et là, je ne l'ai même pas vu en première mi-temps. Le seul schéma de jeu que Liverpool arrivait à créer, c'était Elio, le gamin, là. Moi, s'il vient me parler, il m'appelle grand frère. Hein, parce que je sais pas d'où il sort, ce mec. Il a 14 ans. C'est Elliott. Ouais, Elliott, pardon. Il est bon, il est talentueux, mais... c'est pas le niveau d'un milieu de terrain de Liverpool en 2023, je suis désolé, c'est honteux qui est couvé, puisque derrière il y a deux papas, donc c'était lui au premier relance, et après t'envoies les trois de devant en mode bon les gars, débrouillez-vous, créez, alors que t'en as qu'un seul qui peut créer, et qui est entouré de deux mecs Jota, c'est pas sa saison, et un Salah qui fait une saison désastreuse, et encore, aujourd'hui il marque, mais c'était même pas le scénario de City qui joue bien, mais qui tue pas, mais qui tire, pas but, non, c'était même pas ça, et puis t'as l'équipe en face qui est méchante et qui te punit quand il faut, non, t'as juste l'impression qu'ils avaient une occasion, c'était sur leur plus gros point fort, la transition sur un Mohamed Salah qui a bien su jouer le coup sur un petit errement défensif, mais ça s'arrête là. Sinon, à part ça, je l'ai pas vu 3 fois, ça. T'as eu par moments des brèches dans la défense de City, parce qu'ils étaient très entreprenants, et à un moment, ils montaient très très haut. Je me rappelle un moment, c'est même Jack Grealish qui vient faire le retour défensif. Il y a des moments où peut-être à une passe, c'était un contre un, mais ça restait très pauvre dans la production. Donc oui, t'avais un City qui avec son 3-2-4-1, je sais même pas comment on pourrait appeler cette formation, bien sûr en possession du ballon. Sans couper, avec un John Jones qui rentrait aussi dans le milieu. Donc, John Stones, pas John Jones. Ah, John Stones, pas. C'est moi qui fais ce genre d'erreur, Malik. Mais bon, oui, avec un John Stones, et c'est là qu'on voit la flexibilité de Pep Guardiola.
moi c'est là où je veux arriver, c'est là où on voit la flexibilité de Pep Guardiola. Il n'a pas Cancelo qui jouait ce rôle la saison dernière, il n'a pas Walker derrière pour assurer la défense, et, euh, et il permet encore de mettre Gundogan plus haut, et par moments c'était Bernardo Silva plus bas, par moments il essayait de mettre Jack Grealish dans l'axe avec un autre ailier, ou Julian Alvarez quand il y avait un land, ils n'ont pas fait ça. Ils ont réussi à faire un très très bon match, surtout en deuxième mi-temps où ils ont débloqué le verrou. Tu sais, moi j'ai vu 4 fois les mêmes buts. C'était 4 fois le même schéma parce qu'ils ont trouvé un moment un schéma qui marchait, une brèche et ils l'ont fait. Et c'est ça l'autre des grandes équipes. Et pour pas parler trop longtemps de ce Manchester City, j'ai juste l'impression que c'est une équipe qui est en train de se trouver au meilleur moment. Tu sais, hier il y avait un match, le Real Madrid. Les mecs, ils se réveillent au bon moment. Enfin, un mauvais moment pour la Liga, mais pour la suite. Pour les autres compétitions, la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions, c'est le moment parfait. Et ce City-là, qui a fait 2 back-to-back, ok, bien sûr, ce serait un exploit de gagner 3 premières ligues de suite, mais on sait son plus gros Objectif. Son plus gros objectif, le point d'or de son projet, c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions. Il se réveille à un bon moment. Moi, j'ai vu plein de certitudes. J'ai vu Jack Daniel qui a recommencé à être bon cette saison. Samedi sur le match c'était pareil, Mahrez qui se réveille, le De Bruyne des grands matchs, et même un Julian Alvarez sans Haaland. Le match qu'il te fait ce mec-là dans beaucoup de clubs en Europe, notamment le mien, il est titulaire. Le seul point peut-être négatif que j'aurais, c'est défensif, puisque est-ce que tu vas aller gagner une Ligue des Champions avec une défense à 3 avec Akanji et Ake derrière, et un Rumanias qui n'est pas toujours le plus... même s'il est très très bon, mais qui n'est pas toujours le plus, le plus sécurisant, le plus rassurant. Donc bon, c'est un Manchester City qui a su gagner son match au fil de la rencontre, avec, je le répète encore une fois, un De Bruyne. Je sais pas ce qu'il a. Moi je pensais que c'était qu'avec la Belgique, parce qu'il était fâché, mais c'est avec tout le monde. Lui aussi veut mener cette équipe de Manchester City. Donc bon, je te laisse parler un peu, Malik, de ce que tu as pensé de ce City et de ce Liverpool. Non, moi je pense que tu as été complet. City a été superbe ce match-là. Ils ont dominé de la première à la 90 minutes. C'est une victoire plus que méritée. Que ce soit parce que on aime bien dire, ouais, ils avaient beaucoup la balle, c'était une possession stérile, mais ils allaient surtout en latéral, il n'y avait pas beaucoup de verticalité. Mais même là, même avant le but de Liverpool, je trouvais qu'ils se trouvaient quand même de bons décalages, de bons petits espaces, parce que c'était pas facile, c'était quand même un bloc qui bougeait bien au début de la part de Liverpool. Donc non, ils étaient vraiment dominants, ils étaient au-dessus de leur adversaire. Et Liverpool marque, comme tu le dis, que sur une erreur défensive de City, sur une relance rapide, sur quoi ils ont joué toute la première mi-temps. Ils ont même une autre possibilité avec Salah qui peut mettre une passe à Jota, mais elle se fait contrer par, je ne sais plus si c'était Akanji ou Ruben Diaz. Mais Liverpool n'était pas au niveau. Liverpool n'était pas au niveau tout simplement, et ça m'a un peu choqué parce que, comme tu le dis, dans le City-Liverpool des dernières années, parce que clairement, sur les dernières années, c'était les 2 meilleures équipes de Première Ligue. C'était limite les 2 meilleures équipes au monde, même si c'est bizarre de dire ça alors qu'il n'y en a qu'une qui a une Ligue des Champions. Mais on savait quand il y avait un City-Liverpool, on se régalait. Salah, Mané, De Bruyne qui peut te mettre une frappe. On se régalait à chaque fois parce que tu avais l'impression que 2 équipes du même niveau s'affrontaient, allaient sur chaque coup. Même cette année, déjà, le Community Shield qu'on avait eu et même le match aller, le premier match à Anfield, c'était 2 matchs de ce calibre-là. Donc je m'attendais à ça. Mais non, là, tu avais un City qui était au-dessus. Tu avais un Liverpool qui misait que sur ses relances rapides. Tu avais un City qui avait le ballon tout le match. Ça, c'est le moins choquant, on va dire. Mais au-delà d'avoir le ballon tout le match, arriver dans la surface, créer des décalages. Bref, ils étaient dominants, ils étaient au-dessus. Liverpool n'était pas au niveau. Et comme je te le disais au début de saison, Ayoub, j'ai l'impression qu'on est dans la fin du cycle. J'ai l'impression qu'on est dans la fin du cycle club. D'ailleurs, je sais pas, moi, je le poserai maintenant. Si tu es Liverpool, si tu fais partie des dirigeants de Liverpool, pour toi, parce que je pense que sur le match, tu as été complet. Hein, excusez-moi si je ne vais pas plus loin sur ça. Mais si tu fais partie du board de Liverpool, tu penses que tu dois faire quoi?
tu dois virer Klopp, tu dois être dans une reconstruction, tu fais partir tes stars, les Salah et Van Dijk, et tu gardes Klopp, tu repartir avec les jeunes. C'est quoi ta première idée qui te vient quand tu vois ce Liverpool-là où tu as l'impression qu'il n'y a pas de suite si ça continue avec ce même, comment dire, ce même système, si je peux dire ça comme ça. Toi, non, tu parles de le virer maintenant ou en fin de saison? Non, fin de saison, pas maintenant. Fin de saison, je te dis fin de saison, genre, pour préparer la saison prochaine, toi, tu verrais quoi? Après, ok, il reste encore quoi? 10 matchs, je pense, ou même moins. 9 matchs, 9 matchs. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 9 matchs, mais en voyant ce match, moi, j'ai l'impression que ça confirme juste le fait que c'est vraiment la fin de ce cycle-là de Klopp avec les Salah Van Dijk. Parce que bref, je vais pas donner ma réponse. Non, mais je pense que là-dessus, on est d'accord que c'était une fin de cycle. J'avais déjà donné mon avis sur la preview du Real Chelsea. Donc, du Real Chelsea, pardon, du Real Liverpool, où je disais que pour moi, le Real Madrid allait enterrer cette fin de cycle et là, que ça allait être une fin de saison sans réel but pour Liverpool. Finalement, ils avaient quand même une place pour la quatrième. Pour l'Europe et surtout pour la Ligue des Champions à aller chercher, où c'était vraiment crédible. Là, ils sont à 8 points d'United et Newcastle. T'as vu le niveau de Newcastle hier? Je pense qu'ils en sont encore loin. Je pense que c'est un Jürgen Klopp, contrairement aux dernières saisons où t'as l'impression que rien leur réussissait, où ils étaient juste pas bons, où dans des grands matchs, ils perdaient des points bêtement, ou dans des petits matchs, où tu te disais, mais comment ils perdent celui-là? Mais là c'est pas de leur faute. Là, cette saison, t'as l'impression que vraiment... ils peuvent plus rien faire, ils sont arrivés à une limite. T'as beaucoup trop de cadres qui sont défaillants. Le cadre collectif n'est pas bon, et même les cadres qui sont censés surperformer quand il le faut, être indépendants du collectif, et malgré le marasme, continuer à être performant. Après, bien sûr, tu ne peux pas extirper 100% de ces joueurs-là, mais on en entend quand même un minimum. Mais il y a des joueurs, à un moment... Tu sais, je parle souvent d'ouvrir des dossiers, ouvrir des classeurs. Là, j'ai envie d'ouvrir un classeur gros comme ça. Mohamed Salah, ok, oui, c'est la Ramadan, t'as marqué un but, tout le monde s'enflamme. Tu vas pas me cacher ta saison immonde. Non, mais cette saison... Non, parce que Salah, sur les dernières saisons, on le place parmi le top 5, top 10 meilleurs joueurs du monde. Puis on parle du top 10 des meilleurs autres joueurs du monde, ce qu'ils font dans leur club. J'en connais pas beaucoup qui font des saisons comme ça, et où il n'y a pas un scandale chaque week-end dans la presse. Après, bien sûr, on n'est pas à Liverpool, on ne sait pas ce que les journaux disent, mais le mec, à un moment... il va falloir le réveiller. Après, autour de lui, offensivement, c'est pas le mieux construit. Je pense que la plus grande erreur a été de s'être séparé de Sadio Mané. Et en même temps, bon, t'as pas eu de chance, parce que t'avais un Luis Diaz qui revenait bien sur les 6 derniers mois, qui a été blessé gravement. Mais faut pas oublier que Mané, il joue en faux neuf et qu'il était incroyable et que c'était le meilleur des trois. Mais au milieu, Henderson, moi, j'en peux plus. Ok, le mec, il avale des kilomètres. Ok, le mec, il est important. Ok, Fabinho, je le vois. Le mec, c'était quand le dernier match avec Liverpool? Il te fait un match. Mais je me dis, mais c'est bon, il est de retour. C'est lui. C'était contre United, voilà. Mais à part ça, plus rien. Plus rien. Donc oui, je pense que l'ère Jürgen Klopp est terminée. Parce que je pense que, tu sais, on compare avec Pep Guardiola, c'est pas pour lui faire l'éloge, mais lui, malgré qu'il a pêché dans de gros matchs tactiquement où il nous a sorti des dingueries, Des bêtises. des sottises, appelle ça comme tu veux, lui a toujours su trouver les réponses aux problèmes que lui apportait son effectif. Quand il y avait un joueur qui était moins bien, quand je sais pas, quand défensivement c'était chaotique, bon, on passe à ça. Okay. Après, pour défendre Klopp, si je peux faire la défense de Klopp, lui n'a pas eu droit à acheter tous les joueurs qu'il voulait avec le budget non, qu'il d'accord. C'est la petite parenthèse. Bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, je veux bien être d'accord avec ça, mais à un moment, je suis désolé, mais je pense qu'il a les armes, et il a eu les armes même à des moments où il y avait des saisons, c'était comme ça. Après, ça fait que c'est aussi en partie parce que son jeu est très énergivore, etc. Donc c'est normal que par des saisons, par moment, et surtout sur une saison, les joueurs pêchent physiquement. Mais là, à un moment, non, tu ne peux pas nous pondre à chaque fois une saison extraordinaire, une saison mauvaise. Parce que nous, on part de la fin de l'ère Jürgen Klopp. Mais si ça se trouve, la saison prochaine, ils vont aller nous chercher une première ligue.
Ces mecs-là sont complètement tarés. Il suffit qu'il aille te chercher un mec au milieu de terrain, que Van Dijk, on le connaît, le mec, il est capable de nous faire une saison. Le mec, c'est Maldini et Konaté, voilà, ne se plaisent pas. Trent Alexander-Arnold commence à redevenir un défenseur de football. Il doit défendre. Tu vois, ce Liverpool peut faire de grandes choses. Donc, fin de l'ère, oui. Donc toi, oui. tu le garderais. Mais non, moi je m'en séparais, parce que pour moi c'est la fin d'une ère en général. Le directeur sportif est parti, c'est fini le trio avec le dirigeant, excusez-nous, j'ai pas les noms en tête, et le directeur sportif. Donc déjà le trio est cassé. Maintenant dans ton effectif, t'as des cadres qui sont à la ramasse. Et va aller pour les remotiver ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, je suis désolé, mais moi, Salah, toi tu parlais de deux grands clubs, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions, mais Salah pour moi c'est pas un top joueur là-dedans. Bien sûr, il nous parle en interview de sa mentalité et tout. Ah bon? Ouais, non. Le mec, il a pour moi, ça reste un grand joueur. Mais pour moi, je connais aucun joueur de son calibre qui te pond une saison comme ça et t'as l'impression que ça lui fait rien. T'as l'impression que ça lui fait rien. Non, je suis désolé. C'est pas rien. Non. Le mec, non. Moi, quand je te parlais de dossier, lui, il va aller lui faire une interview, moi, je vais lui rentrer dedans. Je vais lui poser des questions qui font mal. Oui. Van Dijk. Ah, ça, je fais quand même. Van Dijk, pour un défenseur qui est censé se montrer dur et tout, quand t'as une équipe à ce point-là en difficulté défensivement, tu peux pas avoir ton meilleur défenseur, ton cadre, ton capitaine par moment quand Anderson n'est pas là, aussi mauvais. Le mec, il se remet pas en question, c'est toujours les mêmes erreurs. Tu veux quoi à partir de là? Au milieu de terrain, ok, Henderson, il est très gentil, il va courir, il va continuer à courir. Mais le mec, déjà, physiquement, il lâche. Et en plus, techniquement, c'est pas le mec qui va t'apporter les solutions que tu as besoin au milieu de terrain. Donc, tu as besoin d'un renouveau à ce niveau-là. Je ne dis pas que Jürgen... Je pense que l'ère, en général, est terminée avec ces joueurs-là, avec cet entraîneur-là. Donc, c'est soit tu fais une grosse révolution au niveau du jeu, mais bon, Liverpool, on sait que c'est un club qui n'aime pas énormément dépenser. Ou soit tu bouges l'entraîneur et tu ramènes quelqu'un d'autre, ou tu peux faire les deux en même temps. Moi, c'est plus que ce que je verrais, mais je trouve ça dommage. Après, t'as quand même de très bonnes fondations, t'as quand même Ibrahima Konaté, t'as deux latéraux, je sais pas ce qu'ils font en tant que latéral, je pense qu'ils doivent devenir pistons. Je pense que t'as la possibilité de passer un schéma à 3, moi c'est ce que je vois pour cette équipe. Même milieu, moi je trouve même, vraiment, sa qualité de passe, c'est trop... Même milieu, mais j'y crois pas, parce que... Non, je crois pas à Alexander Arnold en tant que milieu, je pense que piston lui irait très très bien, surtout dans un schéma de jeu où ça intéresse l'entraîneur. Tu prends 2000, tu auras un schéma de jeu où tu as deux milieux de terrain, trois attaquants, les attaquants t'en as l'appel. Maintenant tu prends l'entraîneur qui prend des décisions, qui réveille ces mecs-là et qui te fait un vrai trio offensif. Et au moins là, tu n'auras que deux milieux de terrain à avoir. Donc ça te fait des coups en moins. Fabinho, tu peux le relancer. Derrière, tu lui mets une concurrence et tu achètes un vrai bonhomme. Et quand tu regardes tous les travaux que tu auras à faire, tu auras 2-3 joueurs à acheter. Mais dès la saison prochaine, tu peux redevenir très compétitif. Et au plus haut niveau. Donc, bon, je pense que, petite parenthèse, on fera une vidéo pour le mercato de la saison prochaine Liverpool. On détaillera tout ça. Mais ouais, bon, pour moi, pour clôturer cette question où j'ai été très long, je pense que c'est de la fin de l'ère Jürgen Klopp. Bon. Et tu partirais sur une fin de Klopp, du coup. Ouais. Et il y a le PSG qui cherche actuellement un autre. Bon, on va parler de ce classiqueur, le match du week-end, qui a été une déception générale pour tout le monde. Une déception générale pour tout le monde, bien sûr. Une victoire 4-2 du Bayern de Munich, score qui ne reflète pas vraiment le match. Malik, parle-nous de cette déception. Tu m'as appelé en pleurs à la 30e minute. Raconte-nous ça. Désolé, je vais pas être super long sur ce match, tellement il m'a énervé. Faut dire que je regardais deux matchs en même temps. Il y avait mon club de cœur Chelsea qui joue aussi. Mais le match commence. Les deux équipes ont le ballon, même si Dortmund, je trouve, avait plus le ballon dans les 20 premières minutes du match, je dirais. Dortmund avait le ballon. Il n'y avait pas encore d'occasion, en vrai, de la part des deux équipes. Puis, arrive une erreur sur une passe en retrait. Même pas une passe en retrait. C'est une passe que Upamecano fait. Je crois qu'il veut faire une passe en profondeur à Choupo-Moting ou quoi. Elle passe. Ça arrive vers le gardien. Il a le temps de la laisser venir, pouvoir contrôler, faire ce qu'il veut. Il peut même la prendre en main, vu que la passe vient même pas d'un de ses coéquipiers. Il court vers le ballon. Il essaie de faire un dégagement. C'est pas ce qu'il essaie de faire.
le ballon passe. But pour Dayo Upamecano. Je vois ça, je me dis non. Parce que les autres classiqueurs des années d'avant, rien que quand j'arrive dans le match, je me dis, j'ai peur d'une correction comme d'habitude du Bayern, même s'il y a eu des matchs nuls par-ci par-là, mais la plupart du temps, le Bayern a bien corrigé Dortmund. Mais je me dis, voilà, cette année, Dortmund a un poids d'avance. Comment dire, le Bayern est un peu dans une saison difficile, même s'ils viennent de changer de coach, la première de Tourelle, blablabla. Je me dis, même s'il y a ce 1-0 là, on ne sait jamais. En plus, Dortmund ont eu beaucoup de matchs où ils ont pu être menés, ils sont revenus, où il y a eu beaucoup de buts. Bref, ils ont montré de belles choses, ils sont sur des belles séries de victoires. Je me dis, il y a moins qu'ils reviennent. Le match continue, le Bayern rentre encore un peu plus dans son match, il se crée un corner. 2-0, but de Müller, et puis c'est parti. Et puis c'est parti. Et pour la suite du match, je ne vais pas revenir sur les buts, mais pour la suite du match, pour moi, j'avais vraiment l'impression que le Bayern, même Tourelle en parlant en conférence, où le Bayern, à un moment, il pouvait mener de plus de buts que ça. Il pouvait mettre 5 buts, 6 buts. Ça aurait pu être 6-0 à un moment donné. Et le Bayern a même fait des erreurs défensives dans la fin du match qui a permis, bien sûr, d'office, Dortmund pousser plus et a réussi à mettre ses 2 buts avec un penalty d'Emre Can, puis Malen dans la toute fin de match, je dirais. Mais même Tourelle le dit, on aurait pu les tuer encore plus. On a laissé quelques brèches défensives, mais le Bayern était tout simplement au-dessus. Le Dortmund n'était pas au niveau du Bayern. Ça me fait mal, c'est triste. Mais c'est comme ça, en vrai, le Bayern, on a eu l'équipe qui a révélé les plus gros salaires par championnat. Tu regardes en Allemagne, c'est le Bayern, les 5 joueurs les mieux payés. À un moment donné, oui, il n'y a pas que l'argent, il y a comment le club travaille, les directeurs sportifs et tout ça. Mais il y a aussi ça qui rentre en compte. On sait tous qu'en Bundesliga, quand tu fais une bonne saison à Dortmund, à Francfort, à Leipzig, le Bayern va te prendre et c'est fini. Et c'est cette domination-là que le PSG doit normalement avoir sur la Ligue 1. Mais ça, c'est un autre sujet. On garde ça pour la fin de la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me donne encore plus de respect pour ce que Klopp a fait avec Dortmund en 2012 et en 2013. Parce que le Bayern est au-dessus. Et une année où on pouvait se dire que, qui sait, Dortmund va enfin briser ce nombre de championnats gagnés d'affilée par le Bayern. Dortmund va pouvoir le faire. Ben non. Bah non, même avec les 1 point d'avant, j'y croyais pas forcément. Mais je me disais, avec ce match, peut-être avec une victoire, on continuerait à rêver, entre guillemets. Mais non, le Bayern est au-dessus et il n'y a rien à faire. Le Bayern est au-dessus de la Bundesliga, c'est la meilleure équipe d'Allemagne. Et tout le monde se tait et écoute, c'est comme ça. C'est triste. C'est pour ça que je suis énervé, je suis déçu, je vous avoue. Même si j'ai aucun souci contre le Bayern, juste, j'aurais aimé pour ce championnat que j'aime bien regarder que Dortmund gagne ce match et fasse espérer ses supporters qu'un titre était possible. Mais non. Après, déjà, c'est pas terminé, parce que Dortmund est à 2 points du Bayern de Munich, et il reste 8 journées, même si, bon, même moi, je n'y crois pas tant que ça. J'ai envie d'y croire, mais ça, c'est difficile. Mais tu parlais du Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, on parle souvent du mental, de ce qui se passe là-dedans, que la place que les adversaires ont dans la tête de ces mecs-là. Mais Terzic, l'entraîneur de Dortmund, l'a dit en avant-match. Il a dit, faut pas qu'on encaisse 2 buts dans les 30 premières minutes, faut pas qu'il y ait de catastrophe à ce moment-là, parce que sinon on est mort pour toute la rencontre. Comme sur les 10 dernières années. Ces mecs-là, ils sont traumatisés. Ces mecs-là, si c'était Yann Sommer qui s'était troué, et que c'était le Bayern de Munich qui perdait 1-0, les mecs n'auraient pas réagi de la même manière. Parce que, ok, grande mentalité, ce que tu veux. Même Dortmund, ils ont l'habitude de prendre des buts. C'est une des équipes qui a pris énormément de buts dans le championnat par rapport à ses concurrents. Ils ont 35 buts par rapport à l'Union Berlin qui est juste derrière et qui en a 28. Ils ont plus de buts que Leipzig qui est 5e. Quasi autant de buts que l'Eintracht Francfort ou Mayence qui sont 6e et 8e. Ou Wolfsburg 9e. Donc ça, c'est pas un problème. C'est juste quand ils savent que c'est le Bayern en face, les mecs tremblent. Et ça, moi, ça me dérange, parce qu'à un moment, il faut leur faire preuve d'un peu de caractère. Parce qu'après 1-0, t'étais pas mort. Mais le problème, c'est que t'as laissé les minutes. Et quand tu laisses des minutes à des joueurs comme ça, qui jouent sur des détails, Thomas Müller qui marque avec... Non, mais vraiment, moi, ça me saoule. À la 23e minute, c'était terminé. Après, pour Dortmund, honnêtement, je pense qu'ils ont quand même essayé de réagir en fin de match. Et qu'ils ont un très bon coach que j'aime beaucoup. Et un bel effectif. Et il est venu en intérim cette saison, comme
comme l'année dernière. Donc je pense que si tu lui laisses le projet pour encore l'année prochaine, il pourra faire quelque chose. Je dis pas qu'il va aller chercher le championnat, mais qu'il peut être sur une continuité saine avec ce club. Donc bon, on a été complet encore sur ce classique. Nous, on pensait que ça allait être le match, on va parler 20 minutes. Voilà, ça va être incroyable. Malheureusement, non. On va passer à ce PSG Lyon. Bon. Ah, je suis mort. Ah, Pardon. non, pas de souci. Ce sera laissé à l'antenne. Bon, je vais commencer sur ce Paris-Lyon parce que Malik l'a décidé. Donc bon, Paris Saint-Germain-Lyon, une défaite du Paris Saint-Germain, 1-0 au Parc des Princes. Deuxième défaite de suite pour le Paris Saint-Germain. Deuxième défaite de suite au Parc des Princes. Ça commence à devenir vraiment honteux. Huitième défaite en 2023. Pire bilan pire bilan Allez, c'est fait. sur une année civile depuis 2001. On est le 3 avril. Il reste 8 mois. 9, pardon, si on compte ce mois-là. Je pense que, voilà. On nous a dit que cette année, ça allait être le PSG de tous les records après la fiesta contre Lille. C'est le cas. Non, mais c'est vrai. On nous a dit que ça va être le PSG de tous les records. C'est le cas. Mais dans quel sens, monsieur Christophe Galtier? Dans quel sens, monsieur Nasser El Khelaifi? Bon, avant de revenir plus globalement sur la gestion chaotique de ce Paris Saint-Germain, comme on le fait après chaque débrief, on va d'abord revenir un peu sur le match, puisque malgré ce qu'on pourrait penser, cette équipe joue au football, enfin du moins essaye, et rentre sur le terrain avec des crampons, un short, un t-shirt. Moi, ce que j'ai vu sur cette première mi-temps, j'avais l'impression de voir un grand frère qui jouait contre son petit frère. Ces deux équipes où les entraîneurs, pour 2023 en tout cas, sans manquer de respect à Laurent Blanc, sont très limités tactiquement. Se jouer en 3-4-3, merci d'ailleurs Laurent Blanc de te moquer de nous, pardon, 3-5-2. Merci Laurent Blanc de nous battre avec un 3-5-2, c'est très très ironique. Très très drôle aussi. Donc oui, c'est deux équipes qui ont à peu près le même schéma, où il y a deux joueurs devant et il y en a un qui va venir chercher les ballons pour essayer de chercher la seule arme dans la profondeur qui était au début Sarr et qui est devenu Barcola, pareil avec Messi et Mbappé. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était des jumeaux, donc les deux équipes se calquaient l'une sur l'autre. T'as eu au début un Paris Saint-Germain qui arrive à avoir le ballon sans être traumatisant pour l'adversaire, comme à son habitude, et t'avais un Olympique Lyonnais qui a pris du temps à rentrer dans son match, 15-20 minutes avant de réellement commencer à toucher le ballon, à vraiment être dans les duels, à vraiment être dans l'impact. Mais malgré tout, t'avais pas un Paris Saint-Germain qui arrivait à se créer des occasions, à part par le biais d'un Kylian Mbappé qui va nous sortir un petit 1-2 avec Messi, puis qui va essayer de lober le gardien, ça aurait pu finir 1-0. Donc bon, et après t'as un Lyon qui a très vite compris les brèches de ce Paris Saint-Germain. C'était mettre un peu de vitesse au milieu de terrain. Dès que t'as le ballon, tu balances devant. C'était le seul plan de jeu. C'était le seul plan de jeu. Se calquer sur les joueurs du Paris Saint-Germain, bien défendre. Dès que t'as le ballon, tu vas chercher la profondeur parce que tu sais que cette défense est chaotique. C'était tout. Et tu le voyais directement que sur les transitions, les défenseurs se regardaient droit dans les yeux et qu'ils étaient perdus. Les mecs, ils étaient... Mais je vais déjà rebondir sur le but de Barcola. Je parle pas du penalty, sur le but. T'as une transition, parce qu'au moment où on nous a dit c'est 5, 7 plus 3, 8 plus 2, les 3 ils défendent pas, mais là c'est toute l'équipe en entier. Mais tu sais, j'ai revu 3 fois le but, parce qu'après, voilà, à la télé ils te remontent les trucs, mais je me suis dit non, mais j'ai vraiment vu ce que j'ai vu. T'as une perte de balles, d'un 1-2 entre Vitinha et Lionel Messi, donc les deux sont au milieu de terrain. T'as Verratti est le seul joueur qui ne fait pas partie des 5 défenseurs qui fait un retour et qui te fait un tacle par derrière qui peut valoir un carton rouge. Donc si c'est pour retourner comme ça, va rester au Club Med avec tes potes. Et t'as 5 défenseurs. Je ne veux pas abuser. Mais sur les 5 défenseurs, t'en as 6 ou 7 qui n'étaient pas concernés par l'action et qui regardaient ce qui se passait. Contre 2 joueurs. Non, mais un moment au haut niveau, et quand je parle de haut niveau, je te parle pas de Ligue des Champions, je te parle de Ligue 1, de peut-être 5e ou 6e, d'ailleurs on va en parler dans une prochaine vidéo, dans le 5e ou 6e championnat, contre le 10e au classement, ce n'est pas suffisant et c'est honteux. Et on parle d'une équipe
qui, il y a encore quelques mois, pensait à tout gagner. Donc ça commence vraiment à devenir très très borderline. Et voilà, quand je parle du but, c'est en deuxième mi-temps. Ils ont su accélérer à un moment où le Paris Saint-Germain a pris trop de temps à revenir des vestiaires. Ils ont su capitaliser sur ce but. Après, pour revenir très rapidement sur la fin de la première mi-temps, c'est ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils sont bien rentrés dans leur deuxième mi-temps. Ils ont même eu un penalty. Un penalty où, encore une fois, les défenseurs, ils regardent ce qui se passe. Tu as 5 défenseurs dans la surface, ou en tout cas 5 joueurs de foot. J'ai même pas envie de rajouter le mot professionnel. Et t'as que 2 attaquants de l'Olympique Lyonnais. C'est honteux. Lacazette, il surgit d'où il veut. Personne ne le voit, personne ne le regarde. On attend que Donnarumma fasse un miracle. Lui aussi, Donnarumma. Quand je parle d'ouvrir des dossiers, mais toi, je vais ouvrir un classeur juste pour toi. Tu vois, le classeur que j'ai sur Liverpool, il m'en faut 2 pour toi. Parce que je t'ai énormément défendu. J'étais content de ton arrivée. Je pensais que ça allait rester une bonne idée. Je regrette vraiment. Bien sûr, je pense que... Non, mais sincèrement, je pense que pour l'avenir du club, ça peut être un très grand truc. Et, voilà, il a 24 ans, pour un gardien, c'est très très jeune. Il va apprendre, etc. Il n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Il arrive dans un chaos où sa défense, c'est n'importe quoi. Au Milan, sa défense était beaucoup plus structurée, beaucoup plus cadrée pour une équipe de haut niveau. Tout simplement, qui essaie de gagner le championnat dans son pays. On ne parlait même pas de Ligue des Champions à cette époque-là. Donc bon, oui, t'as ce but de Barcola qui vient vers la 56e minute. Et puis t'as 30 minutes, t'as le PSG qui joue à la balle. Qui fait des passes. De temps en temps, un petit 1-2. De temps en temps. Pour faire plaisir au virage Auteuil. Hein. C'était les 15 ans de la casse au Steam. C'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. Parce que j'ai même pas envie de prendre les joueurs un par un. Parce que sinon, je vais parler des 11 joueurs. Quand je vois ce milieu de terrain, je vois un milieu à 3 ou... Je sais pas qui joue où. À un moment, Renato Sanchez, c'est le 8 qui va le plus aider les offensifs. Après, quand Verratti sort, il va en 6. Pour faire un tricky, Fabien Ruiz. L'autre, ouais, Oren Zaïre-Emery, c'est notre meilleur milieu de terrain sur la saison. N'ayons pas peur de le dire. À part peut-être Vitinha sur le début de saison. Mais sinon, c'est la révélation. C'est vraiment incroyable ce qu'il a fait sur des matchs. Verratti ne l'a pas fait. Et vous savez très bien à quel point j'aime Verratti, il n'y a pas de souci. Le mec ne démarre pas titulaire. Nuno Mendes, à un moment, lui... il peut pas créer des miracles à chaque fois, je vais même pas parler de lui. Danilo Pereira, s'il rate un match, c'est pas grave, lui, avec tout ce qu'il a donné. Même lui l'a dit. Hein, vous voulez un résumé? Regardez même pas le statut. Allez voir la conférence d'après-match de Danilo Pereira. Il a tout dit. Tu veux que je te dise quoi? Messi, il en a plus rien à faire. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Non, bien sûr, mais vas-y, puisque je suis trop... J'allais te passer la parole, c'est beaucoup trop long. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est à chaque fois Danilo qui doit venir et faire les interviews d'après-match, parler et tout. Le capitaine, Nilo, dans ça. Je sais que c'est pas le capitaine qui fait toujours les interviews d'après-match. Non. Comment ça se fait que chaque match, c'est toujours Danilo, que ce soit à l'élimination du Bayern, le match contre Nantes, c'est Danilo qui doit venir dire qu'on fait pas le boulot. T'as l'impression que c'est le seul qui ça touche vraiment. C'est pas normal. C'est pas normal. Bref, moi, je vais juste revenir sur le match 2 petites secondes. Mais avant que j'aille sur le match, parce que tu as quand même été complet par rapport à ça, mais pour toi, il y avait il y avait penalty du coup à la première mi-temps, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une petite action litigieuse. Henry criait sur Prime Vidéo, penalty 10 fois. Il y a penalty, comme le dirait un grand monsieur, il y a penalty. Et même s'il le rate, il doit le retirer tellement il y a penalty. Oui, pour moi, il y a penalty. C'est évident, mais d'une évidence sans précédent. Mais c'est qui provoque le penalty? C'est Nuno Mendes. Donc bon, moi j'ai pas envie de me cacher derrière ce penalty, puisque déjà ce penalty, que tu le marques ou non. Mais tu sais, il y a un moment, en début de saison, Malik, je suis désolé, mais avant de te laisser terminer, parce que vraiment, moi c'est un truc qui m'énerve et qui m'insupporte. En début de saison, je sais très bien comment j'étais à cheval sur le Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui venaient me casser la tête avec le invaincu, avec le t'as gagné, avec le... Non, mais vraiment, là, ça m'énerve vraiment, ça. Avec le Benfica, c'est un but contre Maccabi Haïfa en plus. C'était pas ça. C'était le contenu. Et les gens ne se posaient que sur les résultats. Donc hier, quoi, si on gagne 1-0 et que Barcola rate son face-à-face, je vais être content. C'est les mêmes 90 minutes que j'ai vues. C'est les mêmes 90 minutes que j'ai vues. Que le résultat change ou pas, bien sûr, je serai content, parce qu'on a des chances d'être champion, de battre le record, ce que tu veux. Ok, voilà, on va faire la fête avec le virage Auteuil. Mais le score n'excuse pas tout. On a vu un contenu, et le contenu est plus honteux que la défaite. Le contenu est immonde. Tu peux perdre en étant bon.
Combien de fois j'ai vu le PSG gagner des matchs alors qu'ils étaient dégueulasses et en gagner alors qu'ils étaient... perdre alors qu'ils étaient bons et en gagner alors qu'ils étaient très très mauvais. Et tu sais, je disais un truc, hein, mais juste ça parce que je suis très très bon pour te laisser terminer. Mais le Paris Saint-Germain, tout le début de saison, on nous a lâché invaincu. Et tu sais, je dis souvent un truc. Quand tu gagnes, tu as le droit à la royauté. T'es le roi. Personne ne va parler avec toi. Assis-toi sur ton trône, t'as gagné. Mais une fois que t'as perdu, tout le peuple va te réclamer tout ce que t'as fait de mal. Tout ce que t'as fait de mal. Et là, c'est pas non seulement t'as perdu, mais t'es en train de décimer ton peuple et le peuple est très fâché. Et le peuple veut des explications. Et là, c'est en train de devenir n'importe quoi. Parce que là, on tourne au fiasco. Je suis désolé, mais attends. Laurent Blanc, mais t'as vu sa conférence de presse, mais il dit exactement la même chose que tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain. Le Paris, je suis pas là pour faire le kiffeur de nostalgie, parce que j'oublie pas que avant on était honteux en Europe aussi. Mais avant, en Ligue 1, les mecs, ils tremblaient. Je l'ai déjà dit, mais ils voulaient pas en prendre 4 ou 5 buts. Là, les mecs, Laurent Blanc, avec son piètre Olympique Lyonnais, désolé les supporters, qui est 9e après cette victoire, te dit, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Pas parce qu'il connaît le Paris Saint-Germain par cœur, parce qu'il a vu le Paris Saint-Germain cette saison. Tous les entraîneurs sont venus avec un goût de, mais c'est Paris Saint-Germain, on peut le prendre. Et sans être... C'est même plus devenu un exploit de battre le Paris Saint-Germain, qui a les plus gros salaires en Europe, qui a les meilleurs joueurs du monde, qui a les meilleures infrastructures, il y a la meilleure... qui est censé devenir le meilleur club du monde. C'est ça l'ambition du Paris Saint-Germain et du 20e de Ligue 1, du relégable 3 à l'Olympique de Marseille. Tous les clubs pensent qu'ils peuvent venir au Parc des Princes, chez toi, et te battre. Et la plupart l'ont fait. Désolé, j'ai été long. Non, clairement, non, il faut. Parce que franchement, ça devient vraiment honteux. Franchement, je suis fan de Marseille. J'aime quand Paris perd, je rigole beaucoup, même si Marseille m'énerve beaucoup. Parce que si on aurait gagné nos 2 derniers matchs à domicile, on serait à égalité de points. Et cette Ligue 1, que je dis toujours à You qu'on va la prendre, serait plus accessible. Mais bref, revenons sur le Paris Saint-Germain. Comme tu le dis, Laurent Blanc, dans sa conférence son interview d'après-match, dit... ça a été compliqué au début, et clairement, moi, les 10 premières minutes, franchement, Paris, vous étiez bon. Enfin, c'est que 10 minutes, tu vas me dire. C'est que 10 minutes, mais vous étiez vraiment bien rentré dans votre match, on voyait des choses. J'entendais déjà les commentateurs sur Prime Video, oh, on a un Messi des grands soirs. Ça fait 10 minutes, doucement, mais tu sentais vraiment que Paris était prêt, voulait marquer dès le début, on va dire, et mettre cette intensité dès le début. Après ces 10 minutes, je suis désolé, les 30 dernières minutes les 30 autres premières minutes de la première mi-temps, comme tu le dis, tu avais un Olympique Lyonnais qui, en transition, il faisait mal. Il faisait trop mal au Paris Saint-Germain. Ça cherche la casette. Quand Sarri sort, tu ramènes Barcola, ça le cherchait lui. Cherki qui venait entre les deux, demander pour lui mettre ces ballons-là dans la profondeur à ses 2 attaquants. Donc non, tu avais un Olympique Lyonnais qui est même pas, et vraiment pas incroyable cette saison. Et qui avait fait un nul même, je pense, en Coupe de France dans la semaine. Mais tu n'as vraiment pas un Olympique Lyonnais cette saison qui est incroyable du tout. Mais comme tu le dis très bien, ils avaient plus d'envie, plus de détermination que tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais là, le problème, il est où? Il est que comme je vais prendre tout ce que Blanc dit parce qu'il dit la vérité, il est encore mieux placé que nous tous pour savoir ce qui se passe. Il dit à Paris Saint-Germain, quand l'objectif numéro 1 n'est pas atteint, la saison est finie. Mais c'est clairement ça. Là, vous êtes sortis en Ligue des Champions, les joueurs sont plus motivés du tout, tout le monde s'en fout presque, entre guillemets, tout le monde s'en fout presque, il n'y a aucune détermination, il n'y a aucune envie sur le terrain. Et ça s'est vu. On a vu l'équipe qui avait le plus envie sur le terrain. Parce que sur l'aspect tactique, comme tu le dis, Blanc n'a même pas été super incroyable. Mais à un moment donné, comme je le dis souvent dans le foot, à un moment donné, on peut parler de tactique, de tout ce que tu veux, de la théorie, nanani. Mais à un moment donné, c'est qui veut le plus. Désolé. Là, Lyon voulait. Désolé Malik, mais je te coupe. Mais déjà, tu parles de l'envie. J'ai même pas l'impression que ces mecs-là, ils en avaient envie comme le Reims de Wistil. J'ai pas l'impression que ces mecs-là... L'OM, quand il venait et que pendant 30 minutes, il voulait gagner ce Classico, mais qu'après, il se faisait refroidir par un but de Zlatan ou peu importe. T'as
même pas l'impression que ces mecs-là, ils sont venus en mode on va gagner, qu'ils ont regardé des vidéos de motivation avant le match. Mais j'ai même pas cette impression-là. J'ai juste qu'ils ont senti que c'était prenable et que c'était largement faisable. De 1. Et de 2, ce que Laurent Blanc dit est très vrai. Mais le problème, c'est que même avant l'élimination en Ligue des Champions, tu avais tes meilleurs joueurs qui étaient concernés par un seul objectif, c'était la Coupe du Monde. C'est ce qui a fait que ça les a réveillés. J'aurais aimé voir cette saison sans Coupe du Monde. Le bilan aurait été bien pire. Bien pire. Donc, le truc de faut garder les joueurs concernés, même avant, c'était pas top. Hein. Et c'est pas l'invincibilité, truc, tout ça. Laissez-moi rester poli, s'il vous plaît. Tout ça, rangez-le, gardez-le pour vous. En août, Christophe Galtier disait qu'un des objectifs de la saison du Paris Saint-Germain, c'était d'être invaincu en championnat. C'est pour ça que Ayoub revient beaucoup sur ça. Mais du coup, on va continuer. Sur Paris, on voit que ce n'est pas le cas du tout, même si la première défaite en Ligue 1, en vrai, est arrivée en janvier. Donc, peut-être qu'il y croyait, mais comme Ayoub le dit également aussi, est-ce que c'est pas parce que les joueurs voulaient se préparer pour la Coupe du Monde? Les meilleurs joueurs, on parle en tout cas. On dirait que c'était le cas. Non, là, les joueurs, ils avaient aucune détermination. T'as l'impression qu'ils ne sont pas motivés. T'as l'impression qu'ils jouent juste pour jouer. Et c'est triste à voir. Et c'est triste à voir. Quand je dis que c'est triste à voir, c'est même pas forcément que dans la détermination et l'envie que les joueurs mettent. C'est que quand Lyon a mis le 1-0, parce qu'ils auraient pu même marquer avec le pénalty que la Casette a raté. Parce que, comme je dis, toute la première mi-temps, les 30 minutes, moi, je trouve que Lyon, ils étaient au-dessus. Ils ne paraissaient vraiment rien. Deuxième mi-temps, ils reviennent sur les mêmes bases, les 15-20 premières minutes. Mais après, quand ils sont menés à 0, je me dis, Paris va vraiment essayer des choses. Mais Paris avait la balle, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est comme quand on parlait de Chelsea avec Potter. Je te disais, il n'y a rien. Tu rigolais. Mais là, il n'y avait rien. C'était horrible. Je regarde, je me dis, mais il faut quoi? C'était mauvais. C'était pas bon. Il n'y avait rien mis en place. Il n'y avait aucun moment où, tu vois, il t'avait des situations, tu disais, aller sur un stretch de 10 minutes, vraiment pareil, dans un temps fort, il se crée des occasions, juste un manque de réalisme, tout ça. Quand, par exemple, Chelsea, on a pu faire la première mi-temps contre Aston Villa ce week-end, il n'y avait rien. Tout le reste de la deuxième mi-temps, je me disais, Lyon va juste gagner 1-0. Et c'est tout, ils ont fini le boulot. Et ils vont le faire sans forcer. Sans forcer. En étant bon défensivement, avec un Loukeba qui fait un match très bon. Je ne vais pas dire qu'ils étaient exceptionnels. Lyon, ils ont juste respecté ce qu'ils avaient à faire, ce que leur coach leur a dit de faire. Et ils l'ont fait à merveille. Et merci, au revoir. Et ils ne se sont même pas sentis... À la fin du match, ils étaient contents. Normal, ils ont battu Paris. Chez eux, c'est toujours une belle chose. Mais comme tu l'as dit au niveau de la mentalité, je pense que même avant le match, même pas que comment le match s'est passé, ils disaient qu'on pouvait le faire. C'est ça. Il n'y a aucune raison qu'on ne devrait pas croire qu'on pourrait le faire. Et ça, c'est honteux pour le Paris Saint-Germain, pour le club, comme je faisais le comparatif avec le Bayern de Munich, qui a les 5 plus gros salaires du championnat. Là, au Paris, c'est la même chose. Tu dois dominer sur le championnat. Les gens, quand ils viennent chez toi, ils doivent stresser, ils doivent avoir peur, ils doivent vouloir jouer à 11 dans le but. Là, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Quand le coach, il te dit même, offensivement, on savait qu'on pouvait les faire mal. Et ça a été le cas. Oui, ça a été le cas, ils ont fait mal. Mais t'as un PSG non seulement, parce que ce que tu dis, ça existait à l'époque, mais après on était sur la course de l'Europe depuis le départ de Laurent Blanc, et c'est pas un PSG qui a stagné, parce que c'est grave de stagner, mais c'est un PSG qui a régressé aujourd'hui en 2022-2023. Quand t'as un club de foot, en France ou peu importe en Europe, tu sais que si tu poses 2-3 fondamentaux, si tu y crois un minimum, donc si ton attaquant est pas trop mauvais, qu'il rate pas les 4-5 occasions qu'il aura, tu vas gagner le Paris Saint-Germain. Le club qui veut battre, là ils avaient un parcours où il y avait le Bayern de Munich, après normalement tu aurais eu City, le Real, et Naples ou Benfica, Chelsea. Ou peu importe, ou oui Chelsea si tu veux, comme le parcours du Real Madrid, comme le parcours de Chelsea quand ils gagnent. Mais ils n'arrivent pas à battre ces équipes-là. Même en début de saison, quand ils gagnaient, c'était pas flamboyant. Donc bon, j'avais envie de parler un peu de Galtier, mais bon, on est déjà à 45 minutes, c'est long, mais très passionnant. Je veux parler de Galtier, où tous les entraîneurs en Europe qui ont fait 2 défaites sortent, mais lui, ça bouge pas, on le garde. Même si c'est après, tu veux le virer maintenant? Mais oui!
Non, 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 mais non, 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 mais non, non, non. Je rigole. Oh, purée. Mais réveille pas la flamme comme ça, j'étais Non, déjà... Pour- C'est mauvais ce que tu fais, Malik, arrête, c'est pour ma santé, là, arrête. Pourquoi je rigole? T'es mauvais. Mais si tu le vires maintenant, parce que comme pour le, il va leur... Peu importe, prenez-moi comme coach, mais ce mec doit quitter le Paris Saint-Germain. Peu importe l'issue. Ah oui? Ah, Oui, oui. Mais pour qui? Pour qui, Ayoub? On en reparlera dans une Pour prochaine qui? Genre, vidéo. toi, tu es le dirigeant du Paris Saint-Germain. Qui tu voudrais voir remplacer Galtier? Genre, vraiment, tout de suite, tu voudrais... Mais que c'est comme tout de suite, Chelsea, tu prends comment il s'appelle dehors. Camara du club. Il entraîne les jeunes, tu le montes. Peu importe, mais ce mec ne doit plus être sur le banc du Paris Saint-Germain, c'est honteux. Tu dois déjà instaurer quelque chose avec la philosophie dans laquelle tu vas jouer la saison prochaine, remettre de la concurrence, refaire jouer les jeunes, essayer de réimpliquer un maximum les joueurs. Mais s'il joue pas, t'en as rien à faire. La saison prochaine, tu le prolonges pas. C'est tout. Tu fais jouer les milieux que tu veux. Voilà, fais ça un moment. Si, comme dirait Wistil, si t'as les couilles, fais ça. Bon, vous avez réussi à me faire craquer. Un grand merci à vous en tout cas pour nous avoir écoutés encore une fois de plus sur ce nouvel épisode du Statut Européen. Très passionnant, on voulait pas faire très long sur le Paris Saint-Germain, on a fait très long. Mais bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Dites-nous ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que pour vous c'est la fin de l'ère Jürgen Klopp, est-ce que Dortmund y arrivera un jour, est-ce que le Paris Saint-Germain devrait déjà virer Christophe Galtier. Mais bon, voilà. Vous abonnez à nos réseaux sociaux, très important, du contenu exclusif aux réseaux sociaux arrive très très prochainement. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Merci à toi, Ayoub. Pareil, force à vous. Marseille va gagner la Ligue 1, je vous ai déjà prévenu. Bref, prenez soin de vous. Ça fait 4 ans que tu nous préviens, ça fait 4 ans que tu nous préviens.